Bonjour à tous et bienvenue sur Femmes de Science, le podcast scientifique qui met en lumière les femmes. Aujourd'hui, on se retrouve après 2 mois d'absence et on commence en beauté. En effet, on commence avec l'épisode qui va être peut-être le plus fort pour moi, celui qui me tient le plus à cœur. Et c'est peut-être cet épisode qui va vous faire comprendre pourquoi j'ai commencé ce podcast. Comment j'ai perdu mon doctorat il y a 6 mois. Alors, je tiens à dire que dans cet épisode, je ne vais citer aucun nom, aucune entreprise, aucun laboratoire. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif pour moi, c'est juste de parler, de raconter cette histoire, de raconter comment ça s'est passé pour moi, comment je l'ai vécu, mon point de vue, mon ressenti et mon recul actuel. Parce que bien évidemment, perdre son doctorat, c'est pas une chose facile. C'est même assez difficile quand on se projette sur 3 ans. Mais je vais vous raconter tout ça en détail. J'espère que ça va vous plaire. Commençons par le commencement. En février 2020, avec un chercheur dans un laboratoire, nous voulions travailler ensemble. Je voulais qu'il soit mon directeur de thèse et moi sa doctorante. Et pour cela, on a cherché toutes les techniques pour obtenir un doctorat, dont Paris PhD. Paris PhD est un concours régional qui permet à un laboratoire et une start-up de travailler avec un doctorant. Et le chercheur avec qui je voulais travailler venait de rencontrer une start-up qui était partante pour ce petit projet-là. Donc, on a construit ce dossier-là en 1 semaine. Et en parallèle, on s'est dit, pour assurer le coup, pour travailler ensemble, on va faire une thèse CIFRE. Une thèse CIFRE, c'est une thèse à la fois en entreprise et en laboratoire. En octobre 2020, on n'a toujours pas de retour de l'ANRT, donc pour la thèse CIFRE, mais on a un retour négatif de la part de Paris PhD. Le dossier ne passe pas. Ainsi, l'entreprise me propose de commencer en tant qu'ingénieur, le temps que la réponse de la thèse CIFRE revienne. J'accepte. Ainsi, le 12 octobre, je commence en tant qu'ingénieur, cadre, dans cette start-up. Mais le 15 octobre, une bonne nouvelle arrive, la thèse CIFRE est acceptée et je commence officiellement en tant que doctorante. Ainsi, je ne suis plus ingénieure, mais doctorante. Donc une nouvelle aventure débute, l'aventure de la thèse, les 3 ans de travail pour avoir ce diplôme-là. Je me suis dit que tout allait changer. Et c'est là que les premiers problèmes ont commencé. 2 semaines après mon arrivée, je rencontre le 2e cofondateur qui était en vacances. Et on parle un petit peu de la vision que j'ai du doctorat et sa vision qu'il a du doctorat, sachant que 1 an avant, il sortait de thèse. Donc je me suis dit qu'on allait être à peu près en accord. Et en vient le moment où je parle du fait que moi, en tant que cadre, je suis prête à faire 40-45 heures de travail par semaine. C'est normal, c'est ma thèse, c'est mon bébé, et c'est avec grand plaisir. Il me répond froidement, 40-45 heures ? Non. En start-up, c'est minimum 60-65 heures. Donc moi, un petit peu étonnée, je me suis dit que j'allais pas répondre, mais que de toute façon qu'il fallait qu'on en discute parce que si c'était ce qu'il attendait de moi, c'était pas ça l'objectif. Puis de toute façon, ça reste ma thèse. Donc le temps que je fournis à cette thèse, bien évidemment, c'est un minimum de 35 heures, mais après ce que j'en fais, ça me regarde. Mais ça, c'était mon point de vue. Passons. Nous sommes le 2 novembre, 1 mois après, et comme tous les lundis, on a une réunion d'équipe, donc avec un des cofondateurs, celui dont je vous ai parlé juste avant, le lead scientist, les stagiaires et moi-même. Et à un moment, avec un stagiaire, on rigole un petit peu parce que tous les mercredis, il faut faire une présentation de son travail. Et moi, je crois que je lui dis « Ah, n'oublie pas ton PowerPoint ». Et là, le cofondateur se met à me crier dessus, littéralement. On est tous restés un petit peu choqués parce qu'il se met à me crier dessus, à dire non mais tu te prends pour qui, à donner des ordres aux gens, les gens ils font ce qu'ils veulent. Donc moi et le stagiaire on se regarde par vidéo interposée et je lui dis excuse-moi mais là c'était une blague entre nous donc et il continue à me crier dessus. Finalement je décide de ne pas répondre. À la fin de cette réunion, je décide de lui envoyer un mail pour lui expliquer qu'il n'avait pas à me parler comme ça, en tout cas à m'humilier de la sorte
devant tout le monde, que s'il avait un problème, on pouvait en discuter à part, et que je m'excusais quand même si j'avais dit quelque chose de déplacé, ou s'il l'avait mal interprété, c'était de ma faute, je prenais la responsabilité. Il me répond par mail, oui, pas de souci, est-ce qu'on peut s'appeler, s'il te plaît? Pas de souci, j'accepte qu'il m'appelle au téléphone, et là, il s'excuse, il me dit qu'il s'est mal comporté et qu'il n'avait pas compris et qu'il s'en veut et qu'il est un peu fatigué. Pas de souci. Pour moi, je suis pas du tout rancunière. Je me dis, bon, ça arrive, il devait être tendu. Il m'a attaqué moi, mais c'était pas volontaire. Ok, donc ça passe. On arrive le mercredi, donc 2 jours après. C'est le moment où je ne suis plus en télétravail. Je vois que la tension est un peu particulière. Et les 2 cofondateurs se mettent à m'appeler pour faire une réunion. Je comprends pas, c'était pas prévu, mais pas de souci, j'y vais. Et là, je vois que l'autre cofondateur, celui qui n'était pas présent à la réunion Zoom, se met à m'engueuler, littéralement, à me faire la morale, en me disant que mon caractère était inadmissible. Donc j'ai pas compris, j'essaye de m'expliquer. Il me dit, je veux pas entendre ta version. J'ai entendu celle de l'autre cofondateur. Ta personnalité à crier à l'humiliation alors qu'on te fait juste une critique, c'est pas possible. Si t'es pas capable d'accepter la moindre critique, t'as rien à faire chez nous. Ok. Première fois que je suis tombée sur des managers comme ça. Je décide de ne rien répondre, à part juste regarder l'autre cofondateur en lui disant, je comprends pas, on en a parlé au téléphone, je pensais que c'était réglé. Et il me regarde et il me dit, non, c'est pas du tout réglé. C'était pas normal la façon dont tu m'as parlé. Ah. C'était plutôt l'inverse. Mais je dis rien. Je sors de la réunion, je fais abstraction et je me dis, c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave. Nous sommes toujours en novembre et je me rends compte que mon contrat n'est toujours pas fait. Donc je leur demande de s'en occuper. Et là, on me dit, bah tiens, tu changes ton contrat d'ingénieur, tu la remplaces avec doctorante, tu le fais toi-même et après tu me le renvoies. Donc on me demande de le faire. Je m'exécute, je me dis, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'écris moi-même mon contrat de travail en m'inspirant du contrat d'ingénieur qu'il m'avait fait et en mettant les clauses qui étaient assurées par la NRT, donc la thèse CIFRE. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de mutuelle. Donc je vais les voir et je leur dis, mais il n'y a pas de mutuelle, c'est pas normal. Ils me disent, ah non, tu t'en payes une. Je dis, bah non, c'est interdit, c'est illégal. C'est pas possible qu'une entreprise ne paye pas de mutuelle à ses employés. En tout cas, on paye la moitié, mais c'est pas possible. Et là, ils me disent ok. Et finalement, 1 mois après, ils gèrent ça. Sachant que l'entreprise, ça faisait 3 ans qu'elle était ouverte. Mais bon. Donc, ces petits problèmes techniques, je me dis, et ces petits conflits avec l'autre cofondateur, je reste sur mes gardes, on va dire. Je fais attention à ce que je fais, je fais attention à ce que je dis. J'essaye d'être moi-même, tout en restant un petit peu discrète. Je travaillais majoritairement avec mon N+1 et j'étais principalement tout le temps en entreprise parce que il n'y avait pas encore de place dans mon laboratoire, je n'avais pas encore de bureau dans mon laboratoire et mon directeur de thèse n'était pas tant disponible que ça. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je fais ma partie bibliographique en entreprise et après, quand j'irai au laboratoire, on verra pour les observations et autres. Sauf que quand je parle de faire ma bibliographie, on me dit non. Une thèse, c'est majoritairement les 4 premiers mois une bibliographie. Donc j'essaye de négocier et on me dit, ah mais tu sais quoi, à partir de maintenant, donne une demi-journée par semaine où tu fais ta bibliographie, le reste du temps, tu fais le travail qu'on te demande. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, on me demande de faire un travail d'ingénieur pour moins cher qu'un ingénieur, je tiens à le dire, et de faire ma thèse dans mes moments de pause, quoi, ou dans les rares moments où il m'acceptait. Sauf que moi, j'ai pas ce caractère-là. J'essaye d'être à l'écoute de tout le monde, mais quand je sens que ça va pas et que ça me correspond pas, je m'exprime. Donc je demande des réunions avec les cofondateurs, avec mon directeur de thèse, on essaye d'en discuter, on en discute. Ça plie pas, ça marche pas. Et pourtant, mon N+1 était totalement d'accord avec la vision des choses, mais les cofondateurs ne voulaient pas. Même le cofondateur qui avait fait une thèse. Il voyait pas ça comme ça. Pour lui, il estimait qu'une thèse CIFRE, étant donné qu'il me payait à 50%, je devais faire le travail que
que l'entreprise me demandait. Et moi, c'était pas du tout ça. Le principe d'une thèse CIFRE, et c'est écrit sur le site de la NRT si vous voulez le lire, c'est en fait tout ce que je vais produire en tant que doctorante dans mes recherches qui me sont propres appartiendront à la fois à l'entreprise et au laboratoire. Et donc, je pourrais manipuler les objets de l'entreprise, mais si je découvre quelque chose, je serai l'inventrice et ils auraient le brevet. Voilà, c'était ça le principe. C'était pas, je fais un taf d'ingénieur 50% du temps et l'autre % du temps, je fais mon doctorat. Donc, il y a eu ce gros problème. On a essayé d'en discuter à plusieurs reprises, mais les cofondateurs étaient assez fermés. Et une fois, j'ai eu une discussion, c'était ma dernière réunion avec l'un des cofondateurs. Il se rendait compte que je m'entendais très bien avec le N+1, que je m'entendais très bien avec les stagiaires, dont un stagiaire qu'il avait un petit peu laissé sur le carreau, dont je me suis occupée. Enfin, après, il s'est occupé tout seul, hein, mais j'ai travaillé avec lui parce que tout le monde s'en foutait. Donc voilà, mais là n'est pas le sujet. Je reviens à mes moutons. On est à cette réunion et il me dit écoute, il y a un problème entre nous deux. Eh bien, on va forcer la relation. On va forcer les choses. Si tu as un problème, tu vas pas voir le N+1, tu viens me voir moi. S'il y a quelque chose, c'est moi. Parce que j'ai envie de t'encadrer et il faut qu'on se force à travailler ensemble. Et moi, j'essaie de lui expliquer que c'est pas comme ça le management. J'avais déjà managé des équipes. Pour lui, c'était probablement la première fois vu son tempérament et son expérience aussi. Je lui ai expliqué que c'était pas comme ça. On pouvait pas forcer les relations humaines et que si ça passait pas, il fallait qu'on prenne notre temps et qu'on essaye de travailler techniquement sur les problèmes. Et il m'a dit qu'il avait un problème avec mon exubérance. J'étais trop exubérante selon lui et que ça posait problème à l'entreprise et que ça lui posait problème à lui. Que j'étais trop présente, on m'entendait trop, on me voyait trop et que mon travail n'était pas suffisant alors que je lui devais 50% du travail. 50% parce que il me payait à 50%. Là, je me rends compte, voilà, on est en décembre, je me rends compte que je ne suis pas du tout bien dans cette entreprise, que je ne suis pas du tout bien dans mon doctorat. J'en parle avec mon directeur de thèse, j'en parle avec mon N+1. Tout le monde est au courant. J'essaye de tout faire pour gérer les choses. Mais ils ne l'ont pas vu du même œil, la start-up, on va dire. On est le 6 janvier. Le 6 janvier, on fait la galette des rois. Et là, je sens une atmosphère particulière. On va pas se mentir, j'ai un peu le pif pour ce genre de choses. Et le stagiaire qui partage mon bureau, je le regarde et je lui dis, mais je sais pas, aujourd'hui j'ai l'impression que je vais me faire virer. Je lui ai dit ça comme ça. Il me dit, mais n'importe quoi, Camille. Je sens que les regards sont bizarres, je sens que les cofondateurs sont pas à l'aise. À 14h, mon N+1 va en réunion, porte fermée avec les 2 cofondateurs, et il ressort énervé. Pratiquement les larmes aux yeux, mais super énervé. Et il vient me voir et il me dit, il faut que tu y ailles. Et là, je comprends tout de suite. Je comprends tout de suite qu'ils ont préféré me virer qu'autre chose. J'étais à 1 semaine de la fin de ma période d'essai. Je rentre dans cette salle de réunion et on me dit, écoute Camille, on met fin à ta période d'essai. Je demande pourquoi. Je garde mon calme. Et on me dit, la start-up est en phase de production, ça va pas avec les recherches. Donc ça, c'est le cofondateur avec qui je n'avais pas eu d'altercation qui me dit ça. Et je regarde l'autre cofondateur. Et je lui dis, c'est vraiment ça la raison? Et il me dit, c'est vrai que nos personnalités ne matchaient pas. Mais oui, c'est parce qu'on est en phase de production. Sauf que moi, je suis pas débile. J'ai bien compris que c'était principalement ma personnalité. Et encore, je vous ai pas dit tous les petits coups qu'on m'a fait parce que je pense que c'est l'inspection du travail qui gérera ça. Je suis bouche bée. Je m'y attendais pas et je m'y attendais à la fois. J'essaye pas de me défendre parce que je leur demande est-ce que y a une discussion possible, ou votre décision est prise. Ils me disent non, la décision est prise, le courrier est déjà envoyé.
tu peux prendre tes affaires et partir. Et moi, là, je déballe un petit peu mon sac et j'explique que la façon dont ils m'ont traitée, c'était du sexisme, c'était beaucoup de machisme, mais c'était aussi cruellement un manque de savoir manager, un manque de leadership. L'un des cofondateurs, soyons clairs, se sentait en danger par rapport à moi parce que j'avais une aura positive dans cette entreprise pour les stagiaires, pour les nouveaux arrivants. J'ai apporté un petit coup d'éclat. Et étant donné que ce n'était pas lui qui était à l'initiative de ce changement, ça lui a posé beaucoup de problèmes et ça lui a posé un problème d'ego. Ça, c'est ma vision personnelle. Je suis convaincue de ce que je dis. Et bien évidemment, ça ne tient qu'à moi et ce n'est que mon opinion. Ainsi, la discussion se termine. Je fonds en larmes. Je sors de cette salle de réunion et je vais faire mes affaires. Et là, je dis à tout le monde, je me suis fait virer. J'en ai pas encore conscience, mais c'est la fin de mon doctorat. C'est pas juste la fin de ce soulagement de sortir de cette entreprise, mais c'est surtout la fin de mon doctorat, de mon diplôme. Je sors de l'entreprise, je suis récupérée par mon père, qui me ramasse en larmes. Je suis extrêmement énervée, extrêmement déçue. Et je décide d'appeler mon directeur de thèse, qui était au courant depuis le lundi que j'allais me faire virer. Et ça, je vous avoue que ça m'a fait un petit coup en plus, parce que j'aurais bien voulu qu'ils me préviennent. Mais passons. Après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, je viens de perdre l'entreprise, mais j'ai encore les financements. Bien évidemment, ils m'ont donné aucune information sur le préavis que je devais faire ou non, sur comment ça se passait, comment je récupérais mes affaires, comment je devais signer. J'ai dû m'occuper de tout. J'ai appelé la Tescifre, j'ai appelé le laboratoire, j'ai dû tout gérer, toute la paperasse. Et finalement, la Tescifre m'a dit, écoutez, si vous arrivez à retrouver une autre entreprise dans les 6 mois, eh bien, vous pouvez poursuivre votre doctorat. Donc, soulagement, je me dis, j'ai encore une chance. Mais donc, le temps passe. Je me remets petit à petit de ça et j'essaye de me battre pour retrouver une autre entreprise. Mais en vain. Spoiler alert, je n'y arrive pas. C'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est « Comment j'ai perdu ma thèse ». Ainsi, je me retrouve à avoir des entreprises qui finalement ne veulent pas reprendre ce projet parce qu'ils se rendent compte qu'il est extrêmement mal écrit, il est extrêmement mal fait et que la start-up avait, pour écrire ce doctorat, avait pompé toutes les idées d'une grosse entreprise et que ça n'aboutissait pas et que le travail qu'on m'avait demandé de faire en tant que doctorante /ingénieure /secrétaire, parce que des fois on me demandait d'envoyer des mails à leur place, était le travail de 3 personnes. Donc, in fine, je n'étais pas traitée à ma juste valeur, je n'étais pas reconnue pour mes compétences, j'étais exploitée. J'ai choisi de changer de parcours. J'ai choisi de faire une reconversion. Parce que je sais au plus profond de moi que j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis faite pour le management. Je suis créative. Enfin, j'espère. En tout cas, je suis extrêmement ambitieuse. Ça, on peut pas me l'enlever. Et je n'accepte pas d'être traitée de la sorte où j'ai été traitée. Et j'espère que dans mes entreprises, ce sera pas du tout ça. Ce sera bien au contraire. J'ai envie de créer des safe places. Je vous avoue que j'ai un petit peu les phobies des startups en ce moment. Mais c'est le jeu. Et donc là, je suis en reconversion en tant que data analyst. J'ai suivi une formation à partir du mois d'avril, de 3 mois, qui va se terminer cette semaine, qui était financée par Pôle emploi. Voilà. Et voilà. Je vais commencer en tant que data analyst, bientôt, j'espère, quand j'aurai trouvé une entreprise, pour ensuite, plus tard, lancer mon entreprise, un jour, faire mon petit chemin à moi et dire au revoir à ce doctorat ou peut-être le retrouver plus tard dans un autre thème, dans un autre cadre, dans un autre milieu. 6 mois après, je me sens bien. Je vais pas vous mentir, 2 jours après, je me sentais déjà bien parce que je n'avais plus cette pression malsaine et cette frustration d'être
très mal managé, d'être meilleur que son manager. Il y a un moment, c'est très frustrant, surtout quand il a un ego surdimensionné. Voilà. Je me sens mieux. Je suis encore triste de ne pas avoir fini ce doctorat pour le thème astrophysique. Pour l'instant, je m'éloigne un petit peu de la physique. Je fais mon deuil. Je suis encore dans le deuil de ce doctorat et on va voir comment ça va se passer pour moi. Ce que je veux dire, c'est c'est un échec. Un échec pour eux, un échec pour moi. J'ai mes torts, ils ont leurs torts. Mon directeur de thèse a ses torts aussi. Tout le monde a ses torts dans l'histoire. Mais quand vous vous sentez pas bien, ne restez pas. N'essayez pas de vous convaincre que ça va aller mieux avec le temps. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et finalement, ça n'aurait pas changé. J'étais un problème pour eux. Ils s'en sont débarrassés. Et finalement, ils étaient un problème pour moi. Et je suis libérée de ne plus être dans cette entreprise. Littéralement. Et même si j'ai rencontré des personnes vraiment géniales, et ces personnes se reconnaîtront, bien évidemment, si elles écoutent ce podcast. Vous n'êtes pas du tout concernés. Vous êtes bien au courant de qui sont les personnes concernées. Voilà, cet épisode était un petit peu long. Je me suis un petit peu livrée. C'était un petit peu dans tous les sens. J'espère que ce sera clair pour vous. C'est vraiment une discussion en face à face que je voulais faire. Je vous tiendrai au courant de comment ça avance pour moi, de comment je vois l'avenir. Bien évidemment, vous serez au courant. Et donc, le prochain épisode sera dans le thème de Femmes de Science. Ce sera plus moi en train de raconter ma vie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir, à partager, à commenter, à liker, faire ce que vous voulez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse. Bye bye.